l'horreur s'abat sur une ville des États-Unis. Ces femmes avaient été violemment frappées, étranglées avec un bas nylon et violées. Du jamais vu. Le plus terrifiant, c'est qu'on avait affaire à un serial killer. Surnommé l'étrangleur au bas nylon, le tueur semble pouvoir frapper à sa guise. La police était impuissante. Lorsque la police tient enfin un suspect, Il était proxénète, cambrioleur professionnel, bref, c'était un criminel endurci. et qu'il est jugé et condamné à mort, l'affaire semble résolue. Pour moi, c'est bien lui. Mais l'est-elle vraiment? Pour Vanity Fair, le journaliste David Rose a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Henry Lee Lucas, l'enquête impossible ». Le voici en images. Aux yeux de la plupart de ses habitants, Columbus en Géorgie était une grande ville sûre et accueillante, jusqu'à ce qu'elle bascule dans un véritable cauchemar. Ce matin-là, Fern Jackson, une dame assez connue dans la ville, ne se présente pas à son travail. Elle travaillait aux affaires sanitaires et tout le monde l'adorait. Alors quelqu'un va voir chez elle et tombe sur une vraie scène d'horreur. On l'a trouvée sur son lit, le côté gauche du visage complètement tuméfié. Elle avait été étranglée avec un bas nylon et agressée sexuellement, violée. La maison a été mise sans dessus-dessous, mais aucun objet de valeur ne manque. Ce meurtre sauvage déclenche une vague d'effroi dans la ville, l'une des plus grandes de Géorgie, encore très marquée par les tensions raciales typiques du sud des États-Unis. Beaucoup de gens vont m'en vouloir de dire ça, mais ça a toujours été une ville assez raciste, avec un passé violent. Mais jamais une vieille dame blanche n'avait été violée et tuée comme ça. Alors forcément, ça a défrayé la chronique. Nous sommes à la fin des années 70 et une série de meurtres insensés fait déjà les gros titres. À peine un mois plus tôt, la police de New York a arrêté David Berkowitz, le tristement célèbre Son of Sam, qui depuis un an terrorisait la ville en traquant et tuant d'innocentes jeunes femmes. This is the man police say is the 44 caliber killer. He had a faint smile as police moved him around the city today. Le FBI a d'ailleurs récemment inventé un terme pour désigner les psychopathes comme Berkowitz. Serial killer. Mais ce n'est pas le genre de personne qu'on s'attend à croiser à Winton, où habitait Fern Jackson. Il s'agit en effet d'un des quartiers les plus anciens de Columbus, où résidaient les familles les plus riches de la ville avant la guerre de sécession. C'est un quartier très aisé, avec de très belles maisons coloniales. Pourtant, 9 jours plus tard, toujours à Winton, c'est au tour de Jean Dimenstein, 71 ans, d'être retrouvé étranglé dans son lit. Jean Dimenstein, qui habitait à quelques pas de chez Fern, a elle aussi été violée et assassinée. Les deux victimes avaient été violemment frappées sur le côté gauche du visage. Elles avaient été étranglées avec un bas nylon et elles avaient été violées. Le premier meurtre, celui de Fern Jackson, avait déjà horrifié toute la ville. Mais ça a été encore pire pour le second, parce que de toute évidence, il s'agissait du même tueur, avec le même mode opératoire. On était donc sûr d'avoir affaire à un tueur en série. Et les médias surnomment le tueur de Columbus l'étrangleur au bas nylon. Très vite, de son côté, la police annonce tenir un suspect, un certain Jérôme Livas. Ils avaient appréhendé un certain Jérôme Livas, qui avait avoué non seulement le meurtre de sa compagne de l'époque, mais aussi ceux de Madame Dimenstein et de Madame Jackson. C'était énorme. Toute la ville poussait un soupir de soulagement. À la même époque, Mike Sellers se souvient être passé près du domicile de la grand-mère d'un ami et de s'être fait la remarque qu'elle semblait particulièrement fragile. Madame Scheibel avait 89 ans.
Elle était quasiment aveugle. Elle se déplaçait avec un déambulateur. Je l'ai aperçue dans son jardin, en train de ramasser des feuilles de magnolia et de les mettre dans un panier. À peine quelques jours plus tard, alors que Jérôme Livas est derrière les barreaux, on retrouve Florence Scheibel assassinée, exactement comme les deux autres. Il y a une chose que faisait le tueur, c'est qu'avant de quitter les lieux, il couvrait le visage de ses victimes, soit avec un oreiller, soit avec le dessus de lit, de manière à ce que lorsque la police arrivait, elle ne découvrait le corps qu'une fois qu'elle retirait la couverture ou le coussin. Si Jérôme Livas est bien l'étrangleur au banylon, alors qui a tué Florence Scheibel? La police croit d'abord à un imitateur. Mais lorsqu'un journaliste interviewe Livas, le principal suspect avoue avoir aussi assassiné Kennedy et McKinley, deux anciens présidents américains. Jérôme Livas s'est mis à avouer tous les meurtres depuis la création. Et la police est devenue la risée de la ville. La série de meurtres continuait, donc, de toute évidence, ce n'était pas le tueur. Le véritable étrangleur au banylon rôdant toujours, les autorités déploient un important dispositif policier. On a mis davantage d'agents en uniforme en patrouille dans le quartier, surtout la nuit, pour qu'ils arrêtent et vérifient l'identité de tous ceux qui se promenaient dans les rues à pied. Il n'y avait pas que des policiers. Il y avait aussi des State Troopers, des soldats de Fort Benning, l'énorme base militaire juste à côté de Columbus. Pourtant, 4 jours à peine après le meurtre de Florence Scheibel, et malgré l'importante présence policière, Martha Turmond, une institutrice de 69 ans, devient la 4e victime de l'étrangleur au banylon. Les habitants de la ville ont réagi de diverses manières. Ça allait de la panique à la colère, en passant par la peur. Et c'était pareil au sein de la police. Le commissariat local n'était pas équipé pour gérer une affaire de ce genre. Ils n'avaient aucune piste. Les gens ressentaient à la fois de la peur et de la colère, en constatant que la police était totalement dépassée et incapable d'arrêter cette série meurtrière. La ville entière était paralysée par la peur. Les gens laissaient la lumière allumée chez eux toute la nuit, où ils allaient dormir chez des amis. Les voisins veillaient les uns sur les autres, et tout le monde installait des boutons d'alarme. La police fait aussi du porte-à-porte pour localiser les victimes potentielles du tueur, de vieilles dames blanches célibataires. De jeunes agents sont chargés de monter la garde chez elles la nuit. Pour résumer, on restait toute la nuit chez elle, dans le noir, pendant qu'elle dormait, dans l'espoir que le tueur essaierait de s'introduire dans la maison. Le 28 décembre 1977, peu de temps après minuit, l'étrangleur récidive. Cette fois, sa victime, Kathleen Woodruff, est âgée de 74 ans. Elle a été étranglée avec une écharpe qui, si je me souviens bien, était à l'effigie de l'Université de Géorgie. La ville devenait folle. Ils ont constitué une unité spéciale avec leurs meilleurs enquêteurs. Le quartier grouillé de policiers en civil. Plusieurs semaines passent sans que le tueur ne se manifeste. Et puis un soir, il frappe de nouveau, avec une audace déconcertante. C'était en février 1978. Dans la région, on appelle toujours ce soir-là la nuit des terreurs. Une dame s'est réveillée alors que l'étrangleur s'apprêtait à l'agresser et elle a appuyé sur son bouton d'alarme. Ruth Schwab, 74 ans, qui a longtemps pratiqué le judo, parvient à faire fuir son agresseur, un mystérieux homme masqué. Le tueur s'est enfui. Quelques minutes plus tard, il y avait des voitures de police partout. Alors qu'est-ce qu'a fait l'étrangleur? Il est tranquillement entré chez une autre dame, l'a violée et tuée, et puis il est reparti, ni vu ni connu. La police découvrira quelques heures plus tard le corps sans vie de Mildred Borom, 78 ans.
Elle avait été étranglée avec le cordon d'un store vénitien qui avait été arraché de la fenêtre. C'était la victime numéro 6. Les meurtres vont s'arrêter un moment. Pour certains, l'étrangleur aurait quitté la ville, effrayé par l'imposante présence policière déployée sur place. Malheureusement, il y a eu une 7e victime. C'était le tout premier meurtre qui n'ait pas lieu directement dans le quartier de Winton. Cette fois, ça s'est passé dans une rue qui s'appelle Steam Mill Road, à disons 7 ou 8 kilomètres de Winton. La dame s'appelait Janet Coffer. Le tueur a fait à Janet Coffer la même chose qu'il avait faite aux autres. Il l'a violée et étranglée. Mais il lui a aussi sauvagement mordu le sein, en laissant une marque très profonde. Vous imaginez la peur qui s'est emparée de la ville à ce moment-là? Les meurtres n'étaient plus confinés à une zone, ce quartier de 3 km de long. Non, maintenant, d'autres quartiers étaient touchés. C'était la panique la plus totale. Columbus attend nerveusement la prochaine victime, en ayant pleinement conscience que l'étrangleur au banylon peut frapper n'importe où, n'importe quand. En l'espace de 8 mois, 7 vieilles dames ont été frappées, violées et étranglées dans la ville de Columbus, en Géorgie. La police n'avait arrêté personne et elle n'avait aucun suspect plausible. Traquant le moindre indice, l'unité spéciale chargée de retrouver le tueur décide de s'intéresser au cambriolage signalé dans le quartier au moment des meurtres. Il s'était mis en tête que tous les crimes perpétrés à Winton au moment des meurtres étaient forcément l'œuvre de l'étrangleur. La théorie que nous avions à l'époque, c'est que personne, à part le tueur lui-même, ne serait assez fou pour commettre un cambriolage dans ce quartier à ce moment-là, alors qu'il y avait des policiers à tous les coins de rue. À peine un mois avant le premier meurtre, un intrus avait pénétré dans la maison de 2 sœurs, 2 dames âgées, Callie East et Nellie Sanderson. Par chance, ce soir-là, le fils de Nellie, Henry, et sa femme étaient venus leur rendre visite. Le cambrioleur, si on peut l'appeler comme ça, est entré dans leur chambre. Puis, il est allé jeter un coup d'œil dans l'autre pièce. Et il est tombé sur M. Sanderson et sa femme qui dormaient. Lorsque Henry se réveille le lendemain matin, sa voiture a disparu. La police la retrouvera quelques jours plus tard. En revanche, le revolver qu'il conservait dans la boîte à gants a disparu. M. Sanderson avait un Ruger de calibre 22 dans la boîte à gants de son véhicule. Et on lui avait volé. Pour la police, le cambrioleur aurait eu l'intention d'agresser les 2 vieilles dames et n'aurait changé d'avis qu'en découvrant la présence d'Henry Sanderson. De nombreux enquêteurs estiment qu'il pourrait très bien s'agir de l'étrangleur au banylon et que ce revolver, s'il parvenait à le retrouver, pourrait enfin les mettre sur sa trace. Ils ont demandé à tous les journaux locaux de publier une photo du revolver en pleine page. Ils étaient convaincus que ça les aiderait à retrouver la trace du tueur. À ma connaissance, la parution de cette photo n'a jamais mené à aucune piste sérieuse. On était une fois de plus dans l'impasse. 1 an et demi après le premier meurtre, l'unité spéciale a dépensé plus d'$1 million et interrogé plus de 16 000 personnes. Aucune piste n'a débouché sur quoi que ce soit d'intéressant. Au bout d'un moment, ils ont réduit la taille de l'unité. Il n'était plus que quelques-uns. Au sein de la police, on a considéré que le tueur avait été tué ou qu'il était en prison quelque part. Mais on a toujours gardé l'espoir qu'un jour, on éluciderait l'affaire. 6 ans se sont écoulés depuis les meurtres. Henry Sanderson décide de relancer la police. Il aimerait savoir si elle a pu retrouver l'arme qui lui avait été volée. Mon ancien coéquipier, l'inspecteur Wiggins, est venu me voir en me disant «
J'ai un type qui me demande si on a son Ruger calibre 22. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec l'arme qui, pour nous, avait certainement été volée par l'étrangleur. Alors, je suis descendu aux archives et j'ai demandé à la jeune femme qui y travaillait d'envoyer un bulletin de recherche à toutes les polices du pays. Et cette fois, ils ont une réponse. On n'y croyait plus. Et contre toute attente, on a eu une réponse de la part du service des armes à feu de la police d'État du Michigan, situé à East Lansing. Le Ruger calibre 22 est enregistré à Kalamazoo, une ville du Michigan, au nom d'Aaron Sanders. Mais la police apprend qu'il appartenait à l'origine à son cousin, un certain Carlton Geary. C'est la première fois que Mike Sellers entend ce nom. Il va pourtant découvrir que Geary a des liens très étroits avec la ville de Columbus. Carlton Geary a grandi à Columbus, où il a été en partie élevé par deux de ses tantes. Son père est parti quand il était tout petit. On se souvenait que lorsqu'il avait 6 ans, sa mère l'envoyait dans la rue faire les poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Il a eu une enfance très difficile. S'il y a quelqu'un qui, dès le départ, n'a pas eu de chance dans la vie, c'est bien lui. À l'adolescence, il avait déjà un casier judiciaire long comme le bras. Et je n'exagère pas. C'est hallucinant à voir. Il avait été délinquant juvénile. Il était devenu proxénète. C'était aussi un cambrioleur professionnel, arrêté et inculpé à de multiples reprises dans plusieurs États. Bref, c'était un criminel endurci. La police pourrait-elle être tombée sur l'étrangleur au Banilan? Il n'était pas invisible, il ne se cachait pas. Il avait même été mannequin pour une boutique de fringues du centre-ville. Il voulait faire de la publicité pour leurs costumes. Alors, en échange des vêtements, Carlton tournait dans leur spot TV. La police ne se doute pas un instant que cet homme qu'elle voit dans les pubs à la télé est un criminel endurci. Et dans les boîtes de nuit, Carlton Geary est aussi un véritable tombeur. Il sortait avec tout un tas de jeunes femmes. Elles étaient toutes très dingues de lui. Il avait des femmes partout où il allait. J'avais du mal à croire que cet homme, qui avait énormément de succès et qui avait de toute évidence des relations sexuelles tout à fait normales avec de jeunes femmes noires, puisse être cet ignoble tueur détraqué. En 1984, la police compare ses empreintes digitales à celles trouvées sur les lieux des divers crimes, et certaines correspondent. J'ai apporté les relevés d'empreintes aux techniciens du labo, en demandant à ce qu'ils les comparent à celles trouvées chez Madame Woodruff. Ils m'ont répondu qu'elles correspondaient. Ils en étaient sûrs, c'était bien lui. La police lance immédiatement un mandat d'arrêt contre lui, mais il semble avoir quitté Columbus. S'ensuit alors une chasse à l'homme effrénée dans tout l'État. Aux environs de 17 h, le 3 mai, la police d'Albany, une autre ville de Géorgie, nous a appelés pour nous dire qu'ils l'avaient localisé. Leur équipe du SWAT l'a appréhendé. Les médias attendent avec impatience le retour des policiers avec l'homme qu'ils présentent comme étant l'étrangleur au Banilan. Quand il a remonté ce couloir, on aurait dit une rockstar. Il regardait tout le monde, l'air sûr de lui, pendant que les caméras le filmaient et que les flashs crépitaient. Il n'avait pas l'air déstabilisé le moins du monde. On l'a escorté jusqu'au commissariat, où il nous a dit qu'il allait être franc avec nous. Là, il nous a raconté qu'il était bien entré dans les maisons des victimes, mais qu'il n'était pas seul. Il avait bien cambriolé les maisons, mais c'était quelqu'un d'autre qui avait tué les vieilles dames. Mais si ce n'était pas lui, alors qui ? La police de Columbus a arrêté Carlton Geary, persuadé de tenir enfin l'étrangleur au Banilan. Ce dernier nie pourtant avoir tué qui que ce soit. On lui a demandé, si ce n'était pas lui, qui avait tué ces vieilles dames ? Il nous a répondu que c'était un ami à lui, Malvin, à la Michael Crittenden.
Il leur a dit qu'il était accompagné de Crittenden, qu'il avait vu ce qui s'était passé et qu'il l'avait fait, et que c'était cet ami qui avait commis ces crimes et non lui. Pourtant, lorsque la police relève les empreintes digitales de Crittenden, elles ne correspondent à aucune trouvée sur les lieux des crimes. Il est immédiatement retiré de la liste des suspects. En revanche, lorsque Gertrude Miller, une habitante de Columbus de 70 ans, voit les images de l'arrestation de Geary à la télévision, elle le reconnaît immédiatement. C'était quelqu'un qui habitait juste à quelques pas du quartier de Winton, tout près de l'endroit où Carlton Geary a grandi. C'était une dame catholique très instruite qui avait beaucoup œuvré pour les droits civiques dans le Mississippi dans les années 30. Elle avait aussi dirigé une crèche mixte qui acceptait les enfants noirs comme blancs pendant 30 ou 40 ans. Le soir du 11 septembre 1977, 5 jours avant le premier meurtre de l'étrangleur au Banilon, un intrus pénètre dans la maison de Gertrude Miller et s'en prend violemment à elle. Il l'avait frappée sur tout le côté gauche du visage, l'avait agressée sexuellement et l'avait étranglée. Il était reparti en pensant qu'elle était morte, asphyxiée. Mais ça n'était pas le cas. Interrogée par la police après l'incident, Gertrude Miller avait été incapable d'identifier son agresseur. Jusqu'à ce que 6 ans plus tard, elle aperçoive Carlton Geary à la télévision. Elle était assise devant sa télé et elle s'est écriée « C'est lui ». Les preuves accumulées contre Carlton Geary semblent accablantes. Ils avaient les empreintes digitales et ils avaient surtout le témoignage de Gertrude Miller. Il a été inculpé de 3 des meurtres. Les journaux l'ont annoncé dans l'après-midi et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. On sentait que les gens étaient soulagés. Carlton Geary fait alors appel à Bud Simon, un avocat d'Atlanta opposé à la peine de mort. Simon accepte de travailler gracieusement. J'ai énormément d'estime pour Bud Simon et certains des premiers avocats de Geary. Bud était vraiment droit dans ses bottes. Le problème, c'est que non seulement il n'était pas rémunéré pour défendre Carlton, mais que la Cour a aussi refusé à plusieurs reprises de débloquer des fonds pour financer ses expertises, faire venir des témoins et payer tous les frais inhérents à une affaire comme celle-là. La Cour a refusé de lui apporter la moindre aide. De nos jours, cela ferait un vrai scandale. Les juges refusent de débloquer des fonds pour couvrir les frais de la défense. De nos jours, de nombreux magistrats concèdent que pour avoir un procès équitable, il est important de fournir une aide financière aux accusés qui n'ont pas les moyens nécessaires. Carlton Geary comparaît pour les meurtres de Florence Scheibel, Martha Thurmond et Kathleen Woodruff. Le jury est composé de 9 blancs et de 3 noirs, tous originaires de la région. Il n'a été inculpé que des meurtres pour lesquels la police avait trouvé ses empreintes digitales sur place. Au cours des 3 semaines du procès, l'accusation appelle à la barre 139 témoins. Le juge autorise le procureur à présenter des éléments ayant trait aux 7 meurtres, une mesure légale en Géorgie. L'affaire est extrêmement médiatisée. L'accusation a essayé de présenter Carlton Geary comme un féroce prédateur en suggérant qu'à partir de 1970, il avait développé un appétit sexuel déviant et insatiable pour des femmes âgées. D'un côté, l'accusation avait à sa disposition toutes les ressources des autorités de Géorgie, le labo technique, une foule d'experts, et de l'autre, la défense, elle, n'avait rien du tout. On ne peut pas appeler ça une vraie défense. Son avocat travaillait seul, sans assistant. Le verdict est tombé très vite. We, the jury, find the defendant guilty of the murder of Florence Burrs Scheibel, count 1, indictment 48573. Coupable des 3 meurtres. Et la sentence, elle aussi, est tombée rapidement. La peine de mort, à savoir, à l'époque, en Géorgie, la chaise électrique. It is further ordered and adjudged by the court that the defendant Carlton Geary shall be executed. Si à Columbus, les habitants saluent ce verdict, Carlton Geary continue de son côté de clamer son innocence.
Il disait qu'il n'avait pas eu un procès équitable, qu'il était innocent. Pendant des années, plusieurs avocats vont se succéder pour réclamer que Carlton soit rejugé. Et puis, alors qu'il est dans le couloir de la mort depuis 10 ans, ses défenseurs se trouvent un nouvel allié, le journaliste d'investigation David Rose. C'était l'été 1996. J'étais à Columbus pour y étudier la façon dont ils appliquent la peine de mort. Et quand on est là-bas, pas besoin d'attendre bien longtemps avant d'entendre parler de Carlton Gerry et des meurtres au Banilon. Je me suis dit que c'était une affaire qui méritait qu'on se penche dessus, parce qu'il s'était passé des choses très étranges pendant le procès. Plusieurs éléments m'ont très vite amené à penser qu'il avait été condamné à tort et qu'il était en réalité innocent. Il a le chic pour faire parler les gens. Alors, au bout d'un moment, on lui a dit « Écoute, David, tu nous aides déjà énormément sur cette affaire. Rejoins-nous dans l'équipe, puisque tu enquêtes déjà. » Rose part alors interviewer les membres de l'unité spéciale qui enquêtaient sur l'affaire à l'époque. Pour la plupart d'entre eux, Carlton Gerry n'a eu que ce qu'il méritait. Mais un homme n'est pas aussi convaincu que ses collègues. Un agent du GBI qui avait fait partie de l'unité spéciale est venu nous voir pour nous dire qu'ils avaient, à l'époque, trouvé une empreinte de pas sur les lieux d'un des crimes. Il avait pris une photo de cette empreinte. Il l'avait mesurée. C'était une chaussure de sport taille 43. De toute évidence, elle avait été laissée par le tueur. Or, Carlton Gerry chose du 47,5-48. Pour lui, c'était un des éléments les plus importants de l'affaire et il avait été dissimulé pendant le procès. Ce n'est pas là le seul fait troublant. Il existerait également un moulage de la morsure infligée par le tueur à Janet Coffer, la dernière victime de l'assassin. L'existence de ce moulage avait été cachée au premier avocat de Gerry. Où était ce moulage? Personne ne le savait. Apparemment, il avait disparu. Jusqu'à ce qu'en 2005, grâce à la pression exercée par les avocats de Gerry, cet élément absolument crucial soit enfin retrouvé. Le nouveau médecin légiste a retrouvé le moulage de la morsure qui avait été égaré des années auparavant. Une vraie preuve tangible, rien à voir avec un témoin qui change sa version. Une preuve physique comme ça ne ment pas. Les dents de Carlton sont particulièrement bien alignées et propres. L'étrangleur au Banilon avait les dents dans tous les sens et de gros écarts entre certaines. Le moulage de la dentition de Carlton ne correspond en rien à la marque laissée sur le sein de Janet Coffer. Carlton Gerry pourrait-il être innocent? Qu'il soit coupable ou innocent, David Rose, journaliste à Vanity Fair, est persuadé que Carlton Gerry n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Mais le mystère va s'épaissir encore un peu plus lorsqu'il va entendre parler d'un autre meurtre, cette fois dans l'État de New York. La première fois que j'ai entendu parler de Marion Fisher, je venais d'arriver dans la brigade chargée des affaires non résolues de la police de Syracuse. Son dossier est une des premières affaires qu'on a traitées. Elle était professeure d'éducation physique et juste une innocente victime sauvagement assassinée. Il me semble me souvenir qu'elle avait un mari, John, et 2 enfants, une fille et un garçon. Elle avait 40 ans quand elle a été tuée. Le corps a été découvert par 2 jeunes garçons qui faisaient du vélo sur Lafayette Road. Ils ont remarqué un corps sur le bord de la route, derrière la haie. Elle avait été étranglée et violée. Le corps de Marion Fisher est découvert à 5,5 km du bar où elle a été aperçue la nuit précédente. Avec son mari John, ils étaient sortis dans un bar qui s'appelle The Barge. Ils ont pris quelques verres, et puis, à un moment, ils se sont disputés et Marion est partie, toute seule. Personne ne l'a plus revue vivante. Monsieur Fisher a déclaré que le lendemain matin, au réveil, il avait entendu dire qu'un corps avait été découvert sur le bord de la route. Il a appelé la police, de peur que ce soit celui de sa femme. C'est comme ça qu'il est devenu le principal suspect de l'affaire.
Il n'avait pas vraiment d'alibi. Il avait dit qu'il avait passé le reste de la soirée chez lui. Les 3 jeunes du quartier avaient juré qu'ils l'avaient vu ressortir. Mais l'élément le plus accablant, c'était le détecteur de mensonges. Il avait raté son test. Toujours est-il qu'au vu du dossier, le procureur de l'époque a considéré que ça ne suffisait pas pour l'inculper. L'affaire était restée non résolue. On n'avait absolument aucune piste. En août 2007, alors que le lieutenant Rockwood rouvre le dossier Marion Fisher, il convoque son mari John pour obtenir un échantillon d'ADN. Rockwood souhaite le comparer à celui du sperme retrouvé sur le corps de Marion Fisher plus de 30 ans plus tôt, à l'époque où les tests ADN n'étaient pas encore disponibles. Il a été très coopératif. Il a accepté de faire le prélèvement en disant qu'il ferait tout son possible pour nous aider. On a envoyé les échantillons au labo pour qu'il les compare avec la base de données nationale. 2 mois plus tard, on a reçu les résultats. Et le sperme n'était pas le sien. C'est affreux. Pendant plus de 30 ans, le système judiciaire a fait planer un doute sur cet homme, alors qu'il était complètement innocent. Le lieutenant Rockwood demande alors au laboratoire de chercher aussi des traces d'ADN qui auraient pu être laissées sur une serviette rouge retrouvée près du corps. Ils ont pu comparer un profil ADN complet à la base de données nationale pour tenter de trouver une correspondance. Et ils ont trouvé. L'ADN était celui de Carlton Gary, le fameux étrangleur au bas nylon de Géorgie. Rockwood rend alors visite à Gary, qui se trouve toujours dans le couloir de la mort en Géorgie, pour l'interroger sur le meurtre de Marion Fisher. Ce dernier reconnaît qu'il travaillait à Syracuse au moment des faits. Au début, il a fait comme si toute cette histoire ne lui disait rien. Alors je lui ai dit, Carlton, tu sais ce que c'est que l'ADN, non? Il savait très bien ce que c'était. Il a très bien compris. Alors il nous a raconté qu'il avait rencontré une femme dans un bar. Elle était ivre ou droguée, et elle venait de se disputer avec son petit ami ou son mari. Il avait fini par avoir des relations sexuelles avec elle sur le capot d'une voiture sur le parking. Et il nous a dit qu'après ça, il était retourné dans le bar et qu'il ne savait pas où elle était partie. Et il présentait ça comme un rapport consensuel, ce qui est complètement ridicule. Et donc, comme par hasard, quelqu'un d'autre aurait justement choisi ce jour-là pour l'étrangler. Il ne me restait qu'à prendre une décision, puisque Carlton Gary était déjà dans le couloir de la mort. William Fitzpatrick, le procureur de Syracuse, décide de ne pas l'inculper, puisqu'il attend déjà d'être exécuté en Géorgie. Carlton a effectivement vu les policiers de New York. Il leur a parlé sans la présence d'un avocat. Personne n'a jamais vu de documents attestant de la validité des tests pratiqués, mais ces derniers ont contribué à lui donner une image de monstre. Je n'ai jamais travaillé sur cette affaire. Elle n'a jamais été présentée devant un jury. Dans ce cas, la police a donc avancé des choses qui n'ont jamais été prouvées. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute. Carlton Gary est coupable de ce meurtre. Pour les avocats de la défense, les accusations lancées par la police de Syracuse sont sans fondement et sans aucun rapport avec l'affaire de Géorgie. Leur priorité reste donc avant tout d'empêcher l'exécution de Carlton Gary. Il avait été débouté en appel et devait être exécuté très prochainement. La Cour suprême ne voulait pas se pencher sur le dossier. Il n'avait pas pu obtenir de pardon. La date de l'exécution avait été fixée à 19h le 9 décembre 2009. On n'avait plus de temps et on n'arrivait pas à obtenir un report. Rose découvre cependant une nouvelle piste. Un ancien inspecteur de la police de Columbus lui avoue en effet que les plaquettes contenant le sperme prélevé sur les victimes existent toujours. On avait pourtant dit aux avocats de Gary que ces échantillons avaient été détruits des années auparavant. Ils nous ont apporté une boîte qu'ils ont posée sur la table. En l'ouvrant, on a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Un élément absolument crucial de l'enquête. Malgré ces nouveaux éléments apportés au dossier, aucun tribunal n'accepte de repousser l'exécution de Carlton Gary. C'était un élément d'une importance capitale en plus de tout ce qui avait été caché à la défense. Et pourtant, personne ne voulait accorder de répit à Carlton. Et j'ai cru que c'était fichu, que j'allais me réveiller le lendemain et qu'il serait mort.
Mais l'affaire de l'étrangleur au banylon s'apprête pourtant à connaître un dernier rebondissement. Est arrivé le jour de l'exécution. C'était juste avant Noël. J'étais à la prison, j'étais venu parler à Carlton pour la dernière fois. Il a dit au revoir à sa famille. Il l'avait déjà préparé pour son exécution. J'étais au volant, j'ai regardé ma montre et j'ai dit à ma femme « Carlton Gary est sur le point d'être exécuté. » Mon portable a sonné. C'était Michael McIntyre, le confrère de Jack, qui me disait « On a obtenu un répit, Carlton ne va pas mourir aujourd'hui. » La Cour suprême de Géorgie avait ordonné un répit pour permettre à la défense de faire analyser les échantillons d'ADN. On nous accordait un répit pour qu'on puisse faire analyser les éléments retrouvés au commissariat, pour voir si l'ADN était celui de Carlton Gary. Nous avons envoyé les échantillons au labo du GBI. Les résultats des analyses allaient nous dire de façon définitive si Carlton Gary était coupable ou pas. La défense a en sa possession des échantillons prélevés sur 3 des victimes. Gary a été reconnu coupable du meurtre de 2 d'entre elles, Martha Thurmond et Kathleen Woodruff. Il est aussi soupçonné d'avoir tué la 3e, Jean Dimenstein, mais il n'a jamais été inculpé pour ce crime-là. Au départ, les résultats avaient l'air formidables. L'ADN de Gary ne correspondait pas à celui du sperme trouvé sur le corps de Martha Thurmond. L'échantillon prélevé sur Kathleen Woodruff ne permet pas de tirer de conclusion définitive. Quant à celui de Jean Dimenstein, c'est une autre histoire. Dans l'affaire Dimenstein, nous avons appris que l'échantillon envoyé au labo correspondait au profil ADN de Carlton Gary. Pour eux, c'était la preuve que Carlton Gary était le tueur, mais il n'a jamais été inculpé du meurtre de Jean Dimenstein. Les résultats des analyses ADN étant contradictoires, la défense continue de chercher des preuves qui le disculpent véritablement. Nous avons découvert qu'il y avait encore d'autres éléments qui étaient restés cachés. Certains appartenant à Gertrude Miller, la femme qui avait survécu à la toute première agression et qui avait été violée, mais pas tuée. C'est elle qui avait identifié Carlton au tribunal, un des temps forts du procès. That's a man. That's a man. That's a man. La police avait en sa possession la chemise de nuit qu'elle portait quand elle a été emmenée à l'hôpital le soir de l'agression. Elle était tachée et on l'a retrouvée aux archives. Après analyse, les techniciens en ont conclu que Gary ne pouvait pas être l'agresseur de Mademoiselle Miller. Alors, quand devant le tribunal, elle a affirmé qu'il s'agissait bien de son agresseur, eh bien, elle se trompait. Nous avons donc déposé une motion extraordinaire pour demander un nouveau procès qui tiendrait compte des nouvelles pièces versées au dossier. Nous attendons la réponse. Les résultats contradictoires des analyses ADN, s'ils avaient été présentés au jury lors du premier procès, auraient peut-être pu le faire douter suffisamment pour que le verdict soit différent. Ça ne s'était jamais produit, mais le juge nous a permis de lui présenter tous les éléments à la fois physiques et autres qui pourraient faire planer un doute sur la culpabilité de Carlton Gary. C'est à présent au juge de décider s'il est justifié de lui accorder un second procès. Je trouve que l'affaire mérite d'être rejugée. Carlton devrait enfin avoir le procès qu'il aurait dû avoir dès le début, il y a 30 ans. Et là, on pourra laisser un jury décider avec tous les éléments en main. La justice est imparfaite. Le but, ce n'est pas de faire éclater la vérité. C'est surtout une joute entre le procureur et la défense qui vont tout faire pour tester la solidité du dossier de la partie adverse. Vu les éléments qui ont été présentés lors du procès et les recherches que j'ai faites de mon côté, je pense qu'ils ont arrêté la bonne personne. Pas un seul jour dans ma vie ou dans ma carrière depuis qu'on a arrêté Carlton Gary, je n'ai douté que ce soit lui le coupable. Pour moi, c'est lui à 100%. C'est un monstre. Il a causé énormément de chagrin et de souffrance à énormément de gens. Je suis absolument convaincu qu'il n'a pas eu un procès équitable. Je n'hésite pas à le dire. Toutes les analyses scientifiques montrent que ça ne peut pas être lui, les circonstances qui entourent les meurtres également. Pour moi, on ne peut que douter de sa culpabilité.
Pour moi, les autorités voulaient absolument que ce soit lui et elles se sont acharnées. Il n'a pas eu un procès équitable. Quand on voit le nombre d'entorses à la loi, de violations de la Constitution, et ce n'est que le sommet de l'iceberg, mon instinct me dit qu'il est innocent.